Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vous, humains, vous adorez la violence, et pas seulement dans vos médiums préférés. Malheureusement, mais si la violence n'engendre que la violence dans la réalité, quand elle est bien utilisée au cinéma, dans la musique, les jeux vidéo, ou bien même dans les comics, cela peut être, au contraire, une source de remise en question bénéfique. C'est pourquoi, après avoir vu à quel point vous avez l'air d'apprécier les histoires de super-héros qui passent du côté obscur, avec Invincible, Irrécupérable, ou même The Boys, j'ai eu l'idée de vous présenter deux œuvres qui, tout comme Watchmen, ont indéniablement laissé derrière elles un héritage majeur dans l'univers des comics, avec une vision très sombre. Alors, je me dois de vous le demander. Est-ce que vous voulez de la violence? Oh oui. Est-ce que vous voulez des super-héros? Yes. Est-ce que vous voulez de la satire sans retenue? Ouais. Est-ce que vous voulez du gore, du sang, des personnages sans aucune limite? Eh bah bien sûr qu'on en veut. Stop. Et c'est qui, lui? On n'en sait rien, nous. On est nouveaux, tu sais. Sûrement un hacker qui tente de s'emparer du Big Bang. Non, impossible, les terriens n'en sont pas capables. N'est-ce pas? Eh, on se calme les boîtes de conserve, d'accord? Moi à la base je voulais juste brancher mon PC à ma box. Je sais même pas comment ni pourquoi je suis arrivé là. Et puis qu'est-ce que je ferais dans un vaisseau spatial, c'est ça? J'ai pas confiance. Les flotteurs, corps, lancez le processus de trans-téléportation robotique. En attendant, c'est parti pour découvrir Brad Pack et The Max Immortal. Trans quoi? Tu vois que tu t'y habitues vite. Ouais, bah j'espère pour toi qu'on va pouvoir facilement inverser le processus, hein. Mais oui, t'inquiète pas, maintenant que l'on sait que t'es inoffensif, y a pas de souci. Par contre, c'est bizarre là, ce petit bug au niveau des sourcils. Je vois pas de quoi tu parles, moi tout me semble correct. Bref, commençons par présenter un peu le papa des comics qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai nommé... Né en 1951, Eric grandit dans le Vermont, à Bellows Falls, dans le nord-est des États-Unis, une petite ville entourée de forêts qui cachait certains vices. Le jeune garçon y découvre très tôt la pornographie, la corruption policière, la prostitution, la drogue, etc. Au lycée, après des années à lire et dessiner des comics, il décide avec son frère, Tom Veitch, de publier une série dans le journal du lycée, nommée Crazy Mouse, très certainement inspirée par la mascotte Ratfink, par Big Daddy Roth, un artiste qui customisait des voitures. C'est suite à cela que Tom décida d'en faire son métier, d'imprimer ses propres comics et de déménager à New York pour réaliser son rêve qui, bien entendu, inspirera son frère qui le rejoindra rapidement. Et après avoir dessiné quelques mois pour différents comics, Rick doit vite trouver un autre travail en usine afin de subvenir aux besoins de sa nouvelle petite famille. Mais une fois son enfant âgé de 5 ans et sa situation financière un peu plus stable, il décide de revenir dans le milieu du comics en passant par l'école de Joe Kubert, une légende de l'âge d'argent des comics. C'est suite à cette rencontre qu'il dessine de courtes histoires publiées par DC en complément de la série Sergeant Rock par Kubert. De fil en aiguille, il rejoint l'équipe de Moore pour dessiner la série Swamp Thing et finit même par succéder à ce dernier pour écrire sur le monstre du marais. Mais c'est là que l'histoire va complètement basculer pour Rick Veitch. Mais pour vous raconter ça, il est grand temps de passer à notre premier comic du jour, le surprenant Dans la continuité du mythic run d'Alan Moore sur le personnage de Swamp Thing, Veitch incorpore de nombreuses références historiques, religieuses et culturelles à ses épisodes. Aussi, il prévoit que la créature des marais rencontre le Christ en personne dans le 88e numéro de la série en septembre 1989. Craignant un scandale et ne voulant pas se mettre à dos quelques communautés religieuses, DC Comics refusa le script et demanda à Veitch d'y apporter des modifications. Mais aucun compromis ne fut trouvé et notre auteur décida de quitter la série, promettant de ne plus jamais travailler pour DC Comics tant que son épisode ne sera pas publié. Même s'il reviendra finalement chez DC Comics dans les années 2000, Rick fut échaudé pour longtemps par cette mésaventure, et en sortit très amer vis-à-vis de l'industrie des comics books. Quelques mois plus tôt, DC Comics publiait Un deuil dans la famille, saga en 4 numéros voyant Batman perdre son jeune acolyte Jason Todd, le deuxième Robin,
assassiné par le Joker après que les lecteurs aient été appelés à voter par téléphone pour décider du sort du personnage. Une opération marketing hypocrite selon Veitch qui va justement grandement inspirer Brat Pack. Choisissant la voie de l'indépendance, l'artiste fonde King Hell Press, aidé par les papas des Tortues Ninja, Kevin Eastman et Peter Laird, qui venaient tout juste de créer Tundra Publishing, une sorte d'Image Comics avant l'heure, où les auteurs étaient détenteurs des droits de leur création, contrairement à la politique appliquée par Marvel et DC. D'ailleurs, je vous reparlerai lors d'une prochaine vidéo de cette fameuse collaboration entre notre auteur du jour et les papas des Tortues. C'est donc suite à cette rencontre qu'il publie le premier numéro de sa série, mettant en scène des super-héros pas vraiment comme les autres. Dans la ville de Vertham, aussi surnommée Slumberg ou Zoneville, les super-héros de Black October sont parvenus à faire disparaître le crime. Midnight Mink, Kingrad, Moon Goddess et Judge Jury ont désormais tout le loisir de monnayer leur image, mise en valeur par la présence de leur sidekick. Mais le super-vilain, connu sous le nom de Dr Blasphemy, ne l'entend pas de cette oreille. Encouragé par un sondage révélant que les habitants de Slumberg détestent les sidekicks, il décide de déchaîner sa colère sur ces pauvres jeunes gens en les assassinant. Luna, Wild Boy et Kid Vicious sont tués, tandis que Chippy, le souffre-douleur du groupe et acolyte de Midnight Mink, est atrocement défiguré. Très embarrassés par cette nouvelle, les super-héros de Black October, ayant pour obligation contractuelle d'avoir un faire-valoir adolescent, vont demander au père Dunn de recruter 4 adolescents parmi ses fidèles afin d'en faire leur nouveau sidekick. Mais les jeunes prétendants au titre de super-héros vont vite déchanter. Maltraitance physique et morale, assassinat commandité de leur famille, prise forcée de drogue et de stéroïdes, leurs mentors vont leur faire vivre l'enfer et leur infliger les pires sévices pour les modeler à leur guise. Évidemment, on va éviter de spoiler, mais tout ça mènera à un affrontement final contre le Dr Blasphemy et à de nombreuses révélations autour des héros amoraux de Black October et de leurs pratiques. On notera d'ailleurs que lors de la réédition des 5 épisodes dans une version compilée pour les librairies, Veitch réécrira entièrement la fin de sa série en y apportant différents changements pour accentuer le lien entre Brat Pack et son autre série qui suivra, des Max Immortal. Évidemment, quand on connaît l'histoire derrière Brat Pack, il est impossible de ne pas y voir une satire de la mort de Robin et des dérivés éditoriales de DC Comics. La série en 5 numéros de Rick est un énorme pastiche de la bande dessinée de super-héros, détourne plusieurs noms célèbres pour en faire des lieux ou des personnages, abuse des codes et des clichés pour mieux provoquer, et use d'un ton particulièrement direct et irrévérencieux. Brat Pack, c'est clairement une revanche pour Rick Veitch, désabusé par un système limitant la créativité des artistes sous couvert de donner le pouvoir au public et donc cédant à l'appel des opérations commerciales et des chiffres de vente. À l'image de ces jeunes personnages maltraités et utilisés pour prendre des coups à la place de leurs mentors tels des boucliers humains, Veitch traduit le malaise des artistes exploités par des maisons d'édition en quête de performance et conspués par le public au moindre faux pas. Ainsi, les jeunes sidekicks finiront brisés sur tous les plans par des êtres corrompus, ayant pour seul objectif leur propre réussite, au détriment de la santé et de la vie d'autrui, métaphore plus qu'évidente du sacrifice créatif imposé par les gros éditeurs à leurs auteurs. Mais avec Brat Pack, Veitch n'avait pas encore dit son dernier mot, et c'est alors qu'il se lance sur l'écriture de sa future série, celle du nom de... C'est donc après s'être occupé du cas de Batman que Rick décide de donner un gros coup de pied dans la fourmilière de DC, et notamment de leur emblème, Superman, mais aussi de toute l'industrie du comics, et bien plus encore. Vous allez voir que les références et allusions à de vraies histoires ne vont pas manquer. Et pour preuve, l'introduction nous emmène au 1er juillet 1908, dans une scène faisant directement référence à l'événement de la Tunguska du 30 juin 1908, où une énorme onde énergétique et sonore est mystérieusement survenue en pleine région de Sibérie, détruisant 20 km² de forêt. Dans notre récit, un trappeur se retrouve donc le lendemain de ce cataclysme, et après y avoir croisé quelques animaux morts, il tombe nez à nez avec un mammouth, se faisant rôtir à la broche. Et la personne responsable de ça n'est autre qu'une humanoïde bodybuildée volante. Celle-ci s'empresse d'attaquer le vieil homme à coups de vision laser afin de le déshabiller, puis le viole et accouche dans la foulée d'une sorte d'œuf qu'elle lancera très loin dans le ciel, avant de se métamorphoser de femme en homme. Eh bien, heureusement, ou non, qu'il y a des images pour illustrer tes propos. Une fois cette introduction terminée, on passe directement à l'histoire avec une relecture des origines de Superman, lorsque, 10 ans plus tard, un couple de chercheurs d'or découvre un enfant tout droit sorti d'une météorite. Mais cet enfant n'est pas comme les autres. Il possède des super pouvoirs, dont une force herculéenne, la capacité de voler, de tirer des lasers avec ses yeux, etc. D'ailleurs, perso, je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à un petit homme qu'à un véritable bambin. Mais
un enfant ne pouvant pas vraiment contrôler ses émotions, et ne sachant pas faire la différence entre le bien et le mal, va vite devenir extrêmement dangereux et va finir par se faire capturer par l'armée, qui va s'en servir comme sujet d'études scientifiques, mais aussi pour en faire une arme militaire. En parallèle de cette histoire, on découvre un scénariste, Jerry Spiegel, et Joe Schumacher, le dessinateur qui l'accompagne, pour présenter leur idée de comics à une grande maison d'édition. Celle-ci est dirigée par un homme véreux du nom de Sidney Wallace, faisant directement référence à Walt Disney. Et si les noms des deux artistes vous rappellent quelque chose, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit en vérité de Jerry Siegel et Joe Shuster, les papas de Superman, qui se sont fait exploiter durant des années et qui ont finalement mené une vie de misère alors que leur création rapportait des millions à l'entreprise à laquelle ils avaient vendu leurs super-héros pour une poignée de dollars en 1938. On a là aussi un clin d'œil à l'anecdote de l'artiste Joe Simon qui a découvert un jour, totalement par hasard, que son personnage de Captain America avait été vendu à des producteurs afin d'en faire un film. Et même si tout le comics s'articule autour de la malheureuse histoire des créateurs de Superman, Rick Veitch fait, comme je vous le disais plus tôt, énormément de références, comme l'une des plus marquantes, la dernière journée de Sherlock Holmes, qui meurt suite à de nombreuses piqûres d'abeilles à cause de Truman, ce qui sonne comme la mort d'un personnage de fiction devenu obsolète face à un tout nouveau modèle de héros. Le super-héros. C'est pourquoi, à la première lecture, le titre The Max Immortal m'avait laissé un peu dubitatif. Il m'a bien fallu une seconde lecture pour commencer à comprendre les références, et surtout la façon de lier toutes les scènes, parfois un peu décousues, pour y comprendre le sens de son histoire. C'est pourquoi je pense que celui-ci est un peu moins facile d'accès que Brat Pack, puisque si le lecteur n'a pas les références, il risque rapidement de trouver celle-ci complètement absurde. Bon, par contre, si quelqu'un a compris la signification d'El Guano, la fiente, l'espèce de divinité batmanesque du récit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avec Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons et The Dark Knight Returns de Frank Miller, Brat Pack et Max Immortal sont considérés comme faisant partie intégrante de la déconstruction du mythe super-héroïque, posant les bases des différentes pistes explorées lors du Dark Age des comics. L'univers glauque et la violence des séries de Rick Veitch annoncent ce que l'on retrouvera plus tard chez des auteurs comme Garth Ennis et son The Boys, mais aussi dans toute une vague de comic books bien plus matures. À ce titre, Brat Pack et The Max Immortal peuvent être considérés comme des comics books fondateurs de tout un courant de l'industrie, jouant de provocation et mêlant les thèmes de la bande dessinée mainstream des Big Two au ton corrosif de la BD underground. Si ces deux œuvres vous intéressent, ils sont disponibles en français, édités par Delirium Éditions, avec comme à leur habitude, de très belles éditions. Je vous laisse évidemment le lien dans la description. Sur ce, on espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez comment nous le faire savoir, on vous remercie d'avance et vous dit à très bientôt, terriens. Ah bah l'ananas sur la pizza devait vraiment pas être frais, hein. J'ai complètement halluciné moi.